Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend sur Africa 24. Voici les titres de votre journal. La restructuration des sociétés publiques est au cœur des défis lancés par le gouvernement camerounais. 73,4 milliards de francs CFA ont été injectés dans 15 structures étatiques pour relancer l'économie du pays. 3,3 milliards de dollars, c'est l'émission estimée des obligations souveraines au Nigeria pour un retour sur le marché international des capitaux. Une décision qui intervient dans un contexte de propagation du coronavirus en Chine, premier pays importateur du pétrole. Et enfin, un taux de chômage le plus élevé en Afrique du Sud depuis près de 11 ans. C'est le résultat du 4e semestre de 2019. Plusieurs emplois ont été supprimés au cours des dernières années, ce qui engendre une grave crise économique et sociétale dans le pays. Mais tout d'abord, dans l'actualité, en Guinée-Bissau, les résultats de l'élection présidentielle se font toujours attendre. La Cour suprême a demandé ce vendredi 14 février à la commission électorale de se plier à sa décision qui est de procéder à la vérification du procès verbal global du second tour de l'élection présidentielle du 29 décembre. Dans ce contexte, la CEDEAO, le bloc régional de l'Afrique de l'Ouest, a envoyé une mission ministérielle au pays le fin janvier 2020, tout en se prononçant durant le 33e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba en Éthiopie, en invitant la Cour suprême à finaliser ses travaux afin de permettre la normalisation politique et institutionnelle. Une invitation rejetée par la Cour suprême qui s'oppose à toute tentative de médiation de la CEDEAO. Toujours dans l'actualité, au Soudan du Sud, le président Salva Kiir annonce accepter une demande clé de l'opposition en vue du processus de paix dans le pays. Une annonce faite ce samedi 15 février et qui concerne le retour à un système fédéral de 10 États. Une décision qui pourrait ouvrir la voie à la formation d'un gouvernement d'union et à la fin de la guerre civile dans le pays. Notons que le président Salva Kiir et le chef rebelle Riek Machar sont sous pression pour résoudre leurs différends d'ici à la date butoir du 22 février, fixée pour former un gouvernement d'union dans le cadre d'un accord de paix. Restructuration des sociétés publiques au Cameroun dans le but de réorganiser la structure économique et financière du pays. Une quinzaine de sociétés étatiques camerounaises ont signé une convention avec le gouvernement. 73,4 milliards de francs CFA, c'est le chiffre de l'investissement financier dédié à ce projet de restructuration qui s'étale sur une période de 3 ans depuis décembre 2018. Les précisions dans ce sujet de Neili Claude Ebessa. 15 entreprises et établissements du secteur public camerounais en difficulté ont opté pour la restructuration. Selon un rapport de la Commission technique de réhabilitation des entreprises du secteur public et parapublic, ces structures ont bénéficié d'un appui financier de 73 milliards de francs CFA issus du Trésor public camerounais. Les 15 entités concernées avaient signé avec le gouvernement camerounais des contrats plans sur la période 2018-2019. Une convention qui rentre dans le cadre du plan de restructuration en vue du rétablissement de l'équilibre de ces entités en difficulté. Elles sont arrivées dans un contexte où il y avait un interventionnisme de l'État. Elles ont donc eu besoin de passer, après une série d'évaluations, certaines d'entre elles, sous les programmes dits programmes de restructuration. Ces entreprises sont aussi des entreprises qui ont été mises en place dans un contexte politique particulier. Ce sont des instruments qui contribuent aussi à l'effort social, notamment contre le chômage, contre l'emploi des jeunes, en même temps qu'elles ont une ambition de réduire la dépendance économique des États. Outre le soutien financier accordé à ces structures étatiques, le plan de restructuration vise à adapter ces entités aux exigences du marché actuel, aux nouvelles contraintes. Sur une période de 3 ans, ce projet permettra aux structures concernées d'établir leur plan d'action ainsi qu'un suivi pour évaluer l'avancement et le bon déroulement de la restructuration. La
période de restructuration de 3 ans a été adoptée de manière consensuelle avec les dirigeants de ces entreprises-là. Maintenant, il faut aller regarder pour faire un audit de la période de restructuration, voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, aller voir si elles peuvent être restructurées ou elles méritent totalement d'être privatisées, ou alors il faut trouver une autre forme contractuelle pour que ces entreprises continuent d'exister. Le contrat plan signé entre l'État et les entreprises publiques intervient à la suite d'un diagnostic mettant en exergue des dysfonctionnements au plan opérationnel, technique, institutionnel, financier, stratégique de la gouvernance au sein des dites entreprises. Le Nigeria s'organise pour son retour prochain sur le marché international des capitaux avec une émission estimée à 3,3 milliards de dollars d'obligations souveraines. Cette annonce intervient dans un contexte où le prix du pétrole a connu une chute drastique suite à l'épidémie du coronavirus dont l'épicentre est en Chine, la Chine étant le premier importateur de pétrole au monde. Un sujet d'Aïssatou Bari. Le gouvernement nigérien compte émettre sur le marché international des capitaux 3,3 milliards de dollars d'obligations souveraines. Le président Muhammadu Buhari a sollicité l'accord du Parlement afin de lancer cette opération, même si aucune information sur une quelconque tournée de rencontre des investisseurs n'a été fournie. Le défi reste toutefois de taille pour le pays. Il est clair que pour le Nigeria, l'enjeu est de financer son déficit extérieur, d'avoir une espèce de contrôle sur ses réserves en devises. Pouvoir mobiliser 3,3 milliards de dollars d'eurobonds permettra de reconstituer les réserves de change au-dessus de 41 milliards de dollars, ce qui est nécessaire pour la stabilité du Naira. Entre début janvier et fin mai 2019, les investissements étrangers sur les portefeuilles de titres d'emprunt émis localement par le Trésor public nigérien sont passés d'environ 10 milliards à plus de 16 milliards de dollars. Ce niveau est resté quasiment stable jusqu'en octobre 2019, avant d'enregistrer une baisse pour atteindre environ 12 milliards de dollars selon la Banque centrale du Nigeria. Ce qu'on note, c'est que actuellement les rendements sur les obligations existantes du Nigeria sont autour de 7,8% pour les plus élevés, ce qui est un taux qui n'est pas très éloigné de ce que le Ghana est parvenu à faire. Mais maintenant, les investisseurs vont lire un ensemble d'indicateurs. Par exemple, la capacité du pays à maîtriser l'inflation, sa capacité à pouvoir avoir des réserves de change hors pétrole. Le Nigeria arrivera sur ce marché des eurobonds après les récentes sorties réussies de 2 autres pays d'Afrique subsaharienne, à savoir le Ghana et le Gabon, avec des émissions combinées de 4 milliards de dollars pour refinancer leurs dettes existantes et combler le déficit prévisionnel de leur budget. Le Sénégal et la Mauritanie comptent bien sur un partage du gaz et des ressources naturelles. Un contrat d'achat et de vente a été signé entre les deux pays pour l'exploitation du gaz. Le Sénégal et la Mauritanie ont convenu d'exploiter de manière équitable ce gisement commun qui se trouve à leurs frontières. Il s'agit donc de la première phase d'exploitation du projet dénommé Grand Tortue GTA. Les précisions d'Ange Bijouno-Ménio. Le Sénégal et la Mauritanie s'accordent sur un contrat gazier. Pour une exploitation équitable du gisement, les deux pays ont signé un contrat d'achat et de vente du gaz liquéfié qui se trouve à leurs frontières communes. Il s'agit du champ gazier Grand Tortue GTA que les deux pays partagent. Ce que veut dire ce contrat, c'est que le Sénégal et la Mauritanie essayent d'anticiper les futurs problèmes qu'il peut avoir avec l'exploitation du gaz, et de cas des éléments pétroliers qui se trouvent au niveau de la frontière. Vous savez, Mauritaniens et Sénégalais partagent la même frontière, mais ne sont pas, on dira pas les meilleurs ennemis du monde, ne sont pas aussi les meilleurs amis du monde. L'accord ne tiendra que par la volonté politique des deux pays et par la situation économique de ces deux pays-là à des moments précis de l'exploitation de ce gisement de gaz naturel. Le champ gazier sera exploité en 3 phases. La première, qui fait l'objet du contrat, devrait produire environ 2,5 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié par an pour l'exportation et 70 millions de pieds cubes par jour de gaz pour les deux marchés domestiques. La durée de vie de ce gisement est de 35 ans. En tout cas, les deux pays ont intérêt à exploiter d'une manière très intelligente, en tout cas le gaz, parce que les deux parties vont en tirer le bénéfice. Il faut une
une volonté. Vous savez, c'est des États. Déjà entre deux personnes, des fois il arrive qu'il y ait des ruptures de contrat, on va gérer ça au niveau de la justice. Alors vous imaginez bien deux nations avec des intérêts financiers aussi importants. Il y a eu des cas où ça a débouché sur des guerres. Le gaz sénégalo-mauritanien est la principale découverte gazière en Afrique depuis celle du champ égyptien de Zor en 2015. Les deux pays peuvent compter sur d'importantes quantités de gaz pour faire tourner leurs centrales électriques hybrides. Le commerce transfrontalier est au cœur des préoccupations de la Banque africaine de développement. C'est dans le cadre de la facilitation des échanges commerciaux sur le continent que le projet High Five a vu le jour. La Banque africaine de développement a accordé un financement commun de 185 millions de dollars à la Tanzanie et au Kenya, une enveloppe dédiée au développement des infrastructures et à l'intégration régionale de l'Afrique de l'Est. Les précisions dans ce sujet de Nelly Claude Ebessa. Namanga, ville située à la frontière entre la Tanzanie et le Kenya, est devenue incontournable en matière de commerce transfrontalier dans la région. Ceci grâce au financement accordé par la Banque africaine de développement, soit 108 millions de dollars alloués au Kenya et 77 millions de dollars attribués à la Tanzanie. Les fonds accordés à ces deux pays voisins visaient à faciliter la circulation des personnes et des marchandises à travers la frontière est-africaine grâce à l'amélioration des routes et à la construction d'un poste de frontière unique. Ce guichet unique va certainement renforcer l'interconnexion douanière et augmenter les capacités d'intégration du marché régional. Le Kenya et la Tanzanie, du fait de ce support de la BAD, vont accroître leur capacité en matière de facilitation des échanges, en matière de libre-échange et bien sûr agrandir l'offre de transit et faciliter l'interconnexion douanière. Les postes de frontières uniques sont des instruments importants de lutte contre les tracasseries routières et d'accélération de l'intégration économique en Afrique de l'Est par la fluidité des échanges transfrontaliers. De plus, la Banque africaine de développement a financé la construction d'une route de 240 km reliant Arusha à Namanga de sorte à accroître les échanges commerciaux et à stimuler l'économie régionale. Le poste unique juste à poser, plus fait d'une augmentation des capacités du corridor, va certainement booster davantage le commerce transfrontalier et faire des deux pays les pôles incontournables en matière de compétitivité commerciale. Le passage à guichet unique de Namanga a été utilisé pour développer des infrastructures autour de la frontière et améliorer les conditions de circulation des personnes et des marchandises. Ce projet est aligné sur l'une des priorités stratégiques de la Banque africaine de développement, High Five, intégrer l'Afrique. Le chômage continue de grimper en Afrique du Sud. Au 4e semestre de 2019, le taux de chômage dans le pays est estimé à 29,1%, soit le taux de chômage le plus élevé depuis près de 11 ans dans le pays. Le pays traverse également une période de crise économique qui l'empêche de redynamiser sa croissance. De nombreux emplois ont été supprimés durant ces dernières années. Dans ce contexte, le président sud-africain Cyril Ramaphosa promet du changement en créant de l'emploi dans le pays. Plus de précisions avec Ange Bijounomegno. Le taux de chômage reste élevé en Afrique du Sud. Il était estimé à 29,1% au 4e trimestre de l'année 2019. Ce chiffre n'a jamais été aussi élevé depuis près de 11 ans. La nation arc-en-ciel traverse actuellement une période de crise économique qui se traduit par de nombreux licenciements. Ce chômage est essentiellement dû à la diminution progressive dans les activités économiques de l'Afrique du Sud des secteurs extractifs et des industries manufacturières qui ont laissé la place à une économie de services basée sur le développement de la finance, le développement du commerce. Les secteurs qui ont le plus été touchés par cette crise sont ceux de la fabrication et du commerce. 159 000 postes ont été supprimés dans le secteur du commerce et 39 000 postes dans le secteur de la fabrication.
Les entreprises du pays, elles, n'ont pas été productives en raison des nombreux cas de coupure d'électricité. Donc il faut premièrement que l'économie sud-africaine recherche cette croissance économique. Cette croissance doit être inclusive, portée, n'est-ce pas, par une transformation économique. Et deuxième point, de mon point de vue, c'est vraiment de mettre en place des programmes de formation accélérés et de haut niveau pour permettre à ce que les Noirs puissent atteindre des niveaux requis pour pouvoir travailler dans des nouveaux secteurs de l'économie qui requièrent des compétences spécifiques qui malheureusement ne sont pas toujours le fait des Noirs. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa avait promis de créer 275 000 emplois par an. La faiblesse des compétences de la main-d'œuvre sud-africaine est l'une des causes du fort taux de chômage. Le pays entreprend des réformes pour s'attaquer aux contraintes structurelles qui freinent la croissance économique et la création d'emplois. Dans le reste de l'actualité, les ministres de la Santé des pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest se sont réunis ce vendredi 14 février à Bamako pour élaborer une stratégie afin de faire face à la propagation du coronavirus. Les ministres ont notamment décidé de renforcer la coopération transfrontalière alors qu'un premier cas de contamination en Afrique a été constaté en Égypte. Les ministres de la Santé de l'espace CEDEAO ont également évoqué la nécessité de mettre en place un dispositif médical adéquat avec le renforcement du laboratoire, des stocks médicaux et les kits pour détecter les cas sur le continent. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.